Ici Danick Julien et voici votre bulletin d'information en ce 13 juin 2024. Nous allons couvrir la région de Portneuf et ses environs. Cette semaine, on discute avec le nouveau président de la Chambre de commerce de Saint-Raymond, Pierre-Olivier Paquette. Charles Laviolette nous réserve deux reportages, un sur la sécurité nautique, l'autre sur les éoliennes dans la MRC des Chenaux. On parle avec Yvan Bédard, photographe qui a remporté 9 médailles d'or au London Photography Awards un peu plus tard. Et finalement, on parle du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé et de sa programmation. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond a un tout nouveau conseil d'administration alors que l'organisme a éprouvé des difficultés dans les dernières années pour orienter ses opérations. J'ai eu une entrevue un peu plus tôt cette semaine avec Pierre-Olivier Paquette qui est le nouveau président de la Chambre. Toute une nouvelle équipe est entrée en poste avec 12 administrateurs, dont 2 vice-présidents. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Pierre-Olivier Paquette. La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond de Portneuf a un tout nouveau conseil d'administration et l'organisme a éprouvé des difficultés dans les dernières années. Pour parler de tout ça et de la nouvelle orientation de la Chambre de commerce, j'ai avec moi le président du nouveau conseil d'administration, Pierre-Olivier Paquette. Bonjour Pierre-Olivier. Allô. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. On parle de la Chambre de commerce. C'est justement tout un nouveau CA qui est entré en poste il y a un peu plus de 2 semaines. Avant d'entrer justement dans les changements que la Chambre de commerce a vécu, une Chambre de commerce, qu'est-ce que c'est exactement pour un entrepreneur? Oui, une Chambre de commerce, dans le fond, c'est une opportunité pour des entrepreneurs de faire du réseautage. Ce qui arrive, c'est qu'une Chambre de commerce va organiser différentes conférences, des événements, pour rassembler des entrepreneurs à échanger. Fait que c'est vraiment ça le but d'une chambre de commerce. On a beaucoup d'avantages qui viennent avec ça aussi. On a des subventions, on a plein d'avantages qui viennent avec ça. Fait que c'est d'offrir à des entrepreneurs une opportunité d'échanger puis d'aller chercher des avantages, autrement dit, pour leur entreprise. J'imagine aussi encourager une vitalité entrepreneuriale dans la région de Saint-Raymond aussi. Oui, en plein ça. Fait que oui, c'est ça. Ça permet justement de s'encourager localement, puis de découvrir des entreprises que peut-être qu'on ne connaîtrait pas dans le comté ou dans... Tu sais, là, on parle de Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint-Léonard, puis Rivière-à-Pierre. Fait que oui, c'est une belle façon de découvrir des entreprises locales, quitte à justement, des fois, on encourage... T'sais, on sort de la zone vu qu'on ne sait pas qu'il existe telle entreprise. Fait que des fois, ça permet de faire du réseautage puis découvrir que tu as des services qui complémentent notre entreprise. Fait que c'est ça le but, en fait, d'une chambre de commerce. Et du côté de votre nouveau groupe, je me suis permis de feuilleter un peu les nouveaux membres. Puis on voit là qu'il y a des membres de votre CA qui appartiennent à peu près toutes les générations. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va vous aider dans vos prises de décision et même pour vos prochaines activités? Oui, absolument. On est une belle équipe. On a des jeunes. On a à peu près 8 jeunes. En bas de 35 ans. Puis on a aussi des piliers là, qui sont là, qui ont de l'expérience avec des chambres de commerce. Fait que tout ce qui
qui est côté légal, puis tout ce qui est... on sait comment ça fonctionne, une chambre de commerce, ben eux autres sont là pour nous aider. Fait que nous, les jeunes, on arrive avec un vent de fraîcheur, avec des nouvelles idées, puis on peut justement combiner nos connaissances avec eux là, pour aider à avancer la chambre dans le bon sens. Avec le passé, la Chambre avait justement un problème de recrutement. Qu'est-ce qui vous a poussé à décider de vous impliquer dans la Chambre de commerce? Bien, en fait, c'est surtout sur le long terme. C'est la vision long terme. Puis les jeunes, on a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui, ça nous manquait justement de faire du réseautage. T'sais. Fait qu'on se voyait dans nos activités quotidiennes, que ce soit dans des tournois de hockey ou des activités connexes en lien avec le sport. Ou tout simplement vu que c'est nos clients, puis qu'on s'encourage localement. Mais on trouvait qu'il manquait quelque chose pour se rassembler, justement, puis discuter de nos entreprises. Fait que là, on s'est rendu compte que c'était sur le point de peut-être mourir. Fait qu'on s'est dit, là, c'est là où jamais il faut sauver la Chambre de commerce pour éventuellement, dans le futur, qu'il y ait quelque chose à Saint-Raymond que les entrepreneurs vont pouvoir bénéficier, là. Et justement, votre vision pour la Chambre de commerce, est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce que vous travaillez peut-être sur la structure de la Chambre pour les prochaines semaines? Oui, bien présentement, on est vraiment dans la structure organisationnelle. C'est-à-dire tout ce qui est gestion de temps, gestion de tâches, gestion des membres aussi. Là. Fait qu'on est là vraiment dans cette phase-là. Peut-être changement de nom, peut-être réinventer le site Internet, se fier sur d'autres chambres de commerce aussi. Ça va être la première phase que je te dirais. La deuxième phase, ensuite, ça va être vraiment de organiser peut-être des événements, des conférences. Fait que ça va venir, mais dans la première phase, c'est vraiment de faire le tour puis de s'assurer qu'on a une bonne structure pour une bonne fondation pour pouvoir, après ça, organiser des événements, des conférences, offrir des avantages à nos membres. Là. Fait que on va y aller étape par étape. J'imagine alléger les activités aussi pour rendre ça le plus simple possible, ça fait partie de vos objectifs. Oui, c'est ça. Puis c'est d'y aller une étape à la fois. Là. Pas trop voir grand. Vraiment y aller, quitte à faire moins d'événements. Au début, mais s'assurer que ça fonctionne, puis voir l'intérêt des membres aussi. Là. Fait que c'est vraiment ça. On est vraiment dans cette étape-là, puis on est confiant que ça va bien aller pour la suite des choses. Et niveau collaboration, est-ce qu'on pense pouvoir ou vouloir collaborer avec les autres chambres de commerce? Il y en a 2 autres dans Port-Neuf. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant? Oui, éventuellement, c'est ça. J'ai parlé justement avec Katia de la Chambre de l'Est. Puis, pourquoi pas, aller aux événements de celle de l'Est, puis vice-versa. Les membres sont encore plus avantagés à ce que cette formule-là fonctionne. Fait que c'est quelque chose qu'on va regarder avec notre CA, mais c'est sûr que c'est une possibilité là, qui s'offre à nous. Là. Et là, votre CA, c'est 12 membres. J'imagine, bon, pour cette chambre de commerce-là, c'est pas arrivé souvent. Là, bon, ça veut dire que l'engouement est en train justement de se reformer là, pour la chambre de commerce de Saint-Raymond. Oui, c'est ça. On est, comme tu dis, on est 12 membres. Donc, tu sais, je pense que ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas été 12 membres. Je me trompe pas, j'ai pas les chiffres exacts. Mais écoute, on est complet. Donc, c'est 12 membres dans la chambre. Comme je te dis, c'est beaucoup varié aussi. Fait que on s'implique tous d'une certaine façon. Fait que ça risque d'avancer, là, étant donné justement qu'on est 12. Là. Eh bien, bon, on connaît un peu vos objectifs déjà, en fait, avec vos 2 phases. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez dire là, en terminant, là, en tant que président de la Chambre de commerce de Saint-Raymond, là, pour terminer cette entrevue? Ben écoute, on espère que les membres, que les entreprises vont embarquer dans le train. Comme je te disais, on commence avec la phase 1, mais qu'on soit rendu à la phase 2, la phase 3, ce qu'on souhaite, c'est que les entrepreneurs de Saint-Raymond embarquent les 2 pieds fermes dans cet organisme-là. Puis écoute, on veut offrir des événements, des avantages aux membres, quitte à ce que les membres y restent d'année en année. Donc, comme je te dis, on vise vraiment sur le long terme et non sur le court terme. Fait qu'on espère que dans 10, 15, 20 ans, la Chambre de commerce elle roule encore aussi bien je dis que présentement, on n'est pas encore rendu là, mais notre objectif, c'est vraiment sur le long terme. De remettre ça à niveau pour ensuite encourager là, que dans les prochaines années, ça se poursuive. En plein ça. Pierre-Olivier Paquette, président de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci. Merci. L'été s'est manifesté rapidement cette année dans la région de Port-Neuf, alors que de nombreux Port-Neuvois ont déjà bien profité des cours d'eau durant le mois de mai. Et au Québec, la moyenne de noyade est environ de 80 chaque année. Charles Laviolette a réalisé un reportage avec Rénal Hawkins de la Société de sauvetage du Québec à ce propos.
Voici ce reportage. Au Québec, à chaque année, on enregistre environ 80 noyades. La tendance à la hausse qui a été observée durant la pandémie semble se résorber, mais encore cet été, la prudence est de mise à la piscine et en bordure des plans d'eau. La Société de sauvetage du Québec forme environ 13 000 secouristes par année et compte 30 000 membres au Québec. Elle est très impliquée dans la sensibilisation et la prévention de la noyade. Nous avons rencontré Reynald Hawkins, le directeur de la Société de sauvetage, qui donne plusieurs conseils pour améliorer la sécurité lorsqu'on se baigne ou qu'on pratique des sports nautiques. M. Hawkins rappelle que dans une forte proportion des noyades, la victime ne savait pas nager. Il souligne donc l'importance d'obtenir les compétences de base en nage, spécialement pour les enfants. Tout dernièrement, depuis 2022, la Société de sauvetage a pris la gouverne des cours de natation suite justement au retrait de la Croix-Rouge canadienne. Maintenant, dans les piscines publiques, les cours de natation sont souvent ceux du programme Nager pour la vie. Qui vise justement à enseigner aux enfants par enfant, aux enfants d'âge préscolaire et aux enfants d'âge scolaire quels sont les rudiments de la natation pour assurer d'une part leur propre sécurité aquatique et éventuellement peut-être devenir des sauveteurs aussi, parce qu'on en a besoin tout le temps au Québec, là, des préposés à surveillance. Malheureusement, une fois sur deux, les gens savaient peut-être plus ou moins nager. Selon les données qu'on enregistre là, à chaque année avec le bureau du coroner. Et nous, on est arrivé souvent à la conclusion qu'au Québec, on sait plus savoir se baigner que de savoir nager. Vous savez, faire 2-3 coups de brasse dans sa piscine résidentielle ou sur le bord de la plage de son chalet, c'est savoir se baigner. Mais savoir nager, c'est être capable de faire 15-25 mètres dans une partie profonde, puisque la majorité de nos noyades au Canada sont à plus ou moins 15 à 25 mètres d'un endroit sûr. Nécessairement, si on a des victimes de longue, c'est parce qu'ils ne savaient pas nager, là. Au Québec, les plaisanciers ont l'obligation d'apporter une veste de flottaison à bord de leur embarcation. Toutefois, il n'est pas obligatoire de la porter en tout temps. Le directeur de la Société de sauvetage rappelle que le port d'une veste est un facteur clé pour prévenir la noyade. Vous savez, 9 fois sur 10, les victimes d'accidents nautiques qui sont décédés par noyade, 9 fois sur 10 ne portaient pas correctement leur veste de flottaison. C'est comme si on ne voyait pas cette forme de dangerosité-là, la mauvaise vague, la mauvaise manœuvre, le croisement des embarcations. Ce sont des éléments qui peuvent faire en sorte que vous vous retrouvez par-dessus bord. Et si vous vous retrouvez par-dessus bord, vous êtes en état de choc. Puis encore plus vrai qu'on est plus souvent qu'autrement au Québec, là, en eau froide. Donc, cette eau froide-là vous cause un choc thermique en plus qui va déclencher justement cette hyperventilation-là qui, si elle n'est pas contrôlée, vous allez tomber inconscient après une minute. Pas de veste de flottaison, malheureusement, ça va être la noyade. Responsable de 40% des noyades au Québec, les rivières peuvent être imprévisibles. Reynald Hawkins rappelle l'importance d'être accompagné d'au moins une autre personne lorsqu'on souhaite faire une baignade en plein air. C'est que peu importe le genre, peu importe l'âge, peu importe l'activité aquatique ou nautique, une fois sur deux, nos personnes sont seules au moment de leur incident. Et donc, personne pour déclencher le 911, personne pour tenter un acte de sauvetage, personne pour nous relater l'histoire vraiment. C'est ce qui est triste un peu là, dans mes données sur les noyades. Et malheureusement, nos rivières sont responsables de 41% de nos noyades au Québec. Et il n'est pas rare que les gens n'avaient pas l'intention de se retrouver dans l'eau, justement, parce qu'ils étaient sur des galets, mais ils ont glissé, tout simplement. Et là, à cause qu'il y a un courant, ils sont emportés dans le courant. Tenter de nager contre courant, ça devient difficile. Au Québec, selon la loi, l'accès à une piscine résidentielle doit être clôturé, mais certains propriétaires bénéficiaient d'un droit acquis qui vient à échéance en 2025. Pour terminer, le directeur de la Société de sauvetage fait la demande au gouvernement de rendre obligatoire le port de la veste de sauvetage lorsqu'on pratique des activités nautiques. Si le ministre des Transports nous rendait obligatoire, parce qu'on est obligé de l'apporter
avec nous. Oui. Et on est obligé de l'avoir la bonne taille pour chacune des personnes à bord, mais on ne vous dit pas que vous êtes obligé de la porter. Si on faisait juste cette modification-là dans la réglementation fédérale, moi, je vous dis qu'au lieu d'avoir 80 décès liés à l'eau par année au Québec, là, je viens de réduire ça à 60. Okay? Parce que c'est 20 personnes par année au niveau de la plaisance. Alors, si je veux vraiment avoir une mesure efficiente, là, le port obligatoire de la veste de flottaison devrait être nécessaire. Et ma prétention, c'est que les gens vont aller acheter le bon dispositif. Une inauguration double a eu lieu au parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond ce mardi 11 juin, alors qu'une nouvelle entreprise s'est installée dans le secteur. C'est l'entreprise VH Fabrication. Cette entreprise a vu le jour en 2020, alors que 2 employés du groupe Machitect se sont réunis pour se lancer en affaires. Il s'agit de Jonathan Harrison et Guillaume Verret. Leur usine de 8640 pieds carrés représente un investissement d'1,2 million de dollars. L'entreprise offre des services de découpage laser, de pliage, soudage, de découpe, routeur et j'en passe. Ces services desservent l'industrie de la fabrication, le secteur forestier, mais aussi le secteur agricole. Voici Guillaume Verret à propos des activités et partenariats de VH Fabrication. On est fiers de nos services. On offre un très bon service, de la qualité, puis de la rapidité. On aimerait ça remercier M. Giguère d'avoir cru en nous, ainsi que le groupe Machitect pour tout ce qui est la machinerie et tout, de nous faire confiance. Puis des contrats que ça nous apporte aussi. Tout le monde dans le parc industriel qui fait affaire avec nous aussi. Je pense à Parents et Filles, Fabrema. Donc, c'est pas mal ça. Ayant débuté leur activité dans un garage, les 2 entrepreneurs sont heureux d'avoir eu la possibilité de collaborer avec Christian Giguère et Jean-Philippe Giguère, co-actionnaires d'investissement stratégique Giguère, comme c'est dans leur immeuble de condos industriels locatifs que VH Fabrication a été installé. Comme l'a dit Christian Giguère lors de la conférence de presse, Guillaume Verret faisait partie de son équipe dans l'entreprise Machitect. Ça ne l'a pas empêché de les aider à démarrer leur propre entreprise. On l'entend. Ça a commencé, comme il dit, en 2020. Jonathan puis Guillaume partaient leur petite entreprise. Jonathan et Guillaume, pour faire un historique, c'est mes 2 meilleurs techniciens dans mon entreprise principale de Machitect. Fait qu'ils partent dans leur garage, tout ça, puis ça me fait plaisir de les aider, faire des plans d'affaires, puis transfert de la machinerie, tu sais, mais là, quand ils sont arrivés avec leur gros projet, fait que là, ça voulait dire que je perdais mes 2 meilleurs techniciens, tu sais, dans mon entreprise. Fait que là, mes directeurs au conseil d'administration disaient « Ouais, Christian, comment ça que t'es aides? » Tu sais, je dis « Écoute, tu sais, dans la vie, là, tu peux pas empêcher les gens de grandir. » Puis je trouvais ça audacieux de m'avoir demandé de l'aide, de se partir en affaires. J'ai dit « C'est sûr qu'ils vont réussir. » C'est des grands travaillants, puis c'est des gens intelligents. Fait que pour moi, c'est une fierté de pouvoir les coacher là-dedans, dans leur start-up. Puis, fait qu'on a travaillé ensemble pour le building, mais tout, puis le financement des équipements, puis tout ça. Puis, comme je dis, sans aucun doute, ça va être un succès. Ils sont déjà fournisseurs chez nous, chez Machitect. Quand t'es bon, ben, on les utilise aussi. Le maire Claude Duplain se réjouit, lui, de voir que la vitalité industrielle de Saint-Raymond est de plus en plus exploitée. Le voici. Je trouve extraordinaire de voir, quand je parle du dynamisme, si je vois dans le détail, de voir un entrepreneur, que ses employés veulent se partir en affaires. Ce sont ses employés, puis il les aide à partir en affaires. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et c'est une roue qui tourne, OK, à Saint-Raymond. Puis j'ai l'image, comme on m'a dit, Claude, on sent qu'il y a une roue qui commence à tourner à Saint-Raymond. Puis, tu sais, une roue, des fois, c'est dur à partir, mais quand elle commence à tourner, ça tourne puis ça roule. Et ce sont tous des gens de Saint-Raymond, Construction Côté et Fils, qui a fait la construction ici. Pour en revenir à Christian Giguère, il était naturel d'investir à Saint-Raymond comme il en est natif. Le voici pour une dernière fois. Bon, on est des gars du coin, on vient de Saint-Raymond. Mon entreprise principale est à Saint-Marc-les-Carrières. J'ai toujours voulu revenir. Bon, il y avait de l'intérêt aussi de la municipalité depuis longtemps
de faire des investissements à Saint-Raymond parce qu'on est élevé ici et on veut faire grandir la région. Une région qui était très touristique, tout ça, mais on veut créer des bons emplois, bien, ça prend de l'industriel alentour de ça pour qu'il y ait des familles qui s'installent puis faire virer l'économie. C'est comme ça que ça marche. Fait que j'avais beaucoup d'intérêt, c'est proche, c'est le fun de voir la région grandir puis de voir des entrepreneurs grandir aussi. Ouais, ça a commencé comme ça parce que j'ai été approché par Guillaume et Jonathan là, de vouloir se partir. Puis eux autres aussi sont originaires de Saint-Raymond. Jonathan, peut-être pas originaire, mais reste à Saint-Raymond à cette heure. Fait qu'eux autres, ils avaient de l'intérêt de s'installer ici. Puis je savais qu'il y avait le parc industriel est super bien positionné. Collaboration incroyable là, de la Corporation de développement économique. Fait que aussitôt, on a pris l'opportunité pour bâtir ici. Puis tant qu'à en bâtir un, ben, on dit on va en bâtir un deuxième pour amener d'autres entreprises là, éventuellement. Le photographe natif de Saint-Raymond qui réside maintenant à Neuville, Yvan Bédard, a remporté 9 médailles d'or au London Photography Awards à la fin du mois. Pour parler de ça et pour parler de sa carrière, j'ai réalisé une entrevue avec lui. La voici. Alors, nous sommes présentement avec le photographe natif de Saint-Raymond qui habite maintenant à Neuville, M. Yvan Bédard. Bonjour, M. Bédard. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien, vous? Très bien, très bien. M. Bédard, il y a beaucoup de choses dont je veux parler avec vous aujourd'hui. Bon, récemment, vous avez remporté 9 médailles d'or au London Photography Awards. Je veux parler de ça, mais aussi de votre carrière de photographe, parce que c'est comme un peu votre deuxième carrière là, pour vous. Et en tant que photographe, M. Bédard, vous êtes spécialisé en photo de paysage. Exactement. Vous parlez un peu là, de d'où vient votre passion là, vers les paysages. Bien, ma passion pour les paysages en tant que tel, bon, je suis natif de Saint-Raymond, donc on a des beaux paysages, très, très beaux dans le coin. Et c'est vraiment dans la vallée du Bois-du-Nord que j'avais eu la piqûre là, alors que j'étais adolescent. Je trouvais ça magnifique, fait que ça m'avait donné le goût de m'acheter un appareil 35 mm, dans le temps en argentique, évidemment, là. Et puis de faire de la photographie. Après ça, m'acheter le projecteur diapo et tout ça, parce que ça coûtait moins cher les diapos que faire finir les photos sur papier, là. Mais puis ça donnait un rendu qui était plein intéressant aussi. Fait que c'est là que ça a vraiment commencé, mais ça a été, je dirais, un loisir pendant de nombreuses années. Et quand est arrivé le numérique, moi je suis avec la photo numérique depuis 2003, et là ça ouvrait de nouvelles possibilités, puis ça devenait plus facile aussi, plus besoin de faire encore de la chambre noire. C'était plus facile de faire de la couleur, alors qu'en chambre noire, on était plus limité au noir et blanc souvent, là. Donc, ouais, c'est ça, c'est là que la piqûre est vraiment devenue une passion, là. Donc, les évolutions dans le monde de la photographie vous a aidé justement là, à pratiquer davantage. Exactement. Okay. Et M. Bédard, bon, justement, vous avez eu une importante carrière aussi en tant qu'arpenteur géomètre. Vous êtes d'ailleurs un ingénieur respecté dans le milieu de la géomatique. Est-ce que c'est de là que vous avez développé votre intérêt pour la photo ou c'est avant, là, comme vous me disiez? L'intérêt pour la photo était là avant. Ouais. Par contre, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'intérêt justement pour les arts, pour le dessin, mais j'adorais les sciences aussi, mathématiques, physique et tout ça. Donc, le métier d'arpenteur géomètre qui me permettait de travailler en plein air, comme la photographie de paysage, dans le fond. Il y avait un lien quand même. Il y avait un lien. Dans les deux cas, on se promenait avec un trépied sur l'épaule. C'est juste pas le même appareil au bout du trépied. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est ça. Puis j'avais l'arpentage qui m'intéressait beaucoup. J'avais même commencé. Mon premier emploi était chez André Genois, arpenteur Saint-Raymond, qui a maintenant, c'est Elisabeth qui a pris la relève. Puis moi, j'ai enseigné à Elisabeth à l'université parce que je suis devenu professeur, justement, en ce qui est devenu la géomatique par la suite. Mais dans le fond, les deux sont interreliés parce que c'est le plein air, c'est de travailler dans les paysages. Puis c'est pas un métier que je voulais faire de ville dans un bureau. Sauf que la vie m'a amené à les hypothèques qui étaient à 17-18 là, à la fin des années 70, début 80, tout ça, ce qui faisait que l'arpentage, ça avait fait ça, comme beaucoup de domaines. Donc, comme le tiers de mes collègues de classe, on a fait des études graduées, maîtrise, un certain nombre de doctorats. Et j'adorais ça. J'ai eu la piqûre pour la recherche. C'est ce qui fait que après ça, j'ai fait une carrière comme professeur à l'Université Laval en génie géomatique. Donc, oui, arpenteur géomètre, diplômé en doctorat en génie civil, mais spécialisé en base de données cartographiques
Donc, beaucoup d'informatique. Vous avez fait un sacré parcours. Monsieur Bédard, les gens à la télévision vont voir vos images défilées là, de paysages. Et justement, vous le disiez, ça a commencé avec la vallée Bras-du-Nord. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous prenez des images de la région de Portneuf? Oui, d'ailleurs, plusieurs photographies avec lesquelles je remporte des prix à l'international, c'est des photos prises dans la région de Portneuf, beaucoup en zone rurale. Pourquoi? Parce que j'ai développé un style de photographie minimaliste, hivernale. J'aime le style minimaliste au départ, mais une des bonnes façons de faire du minimalisme, c'est de profiter des tempêtes de neige et de la pluie en hiver, parce que ça cache l'arrière-plan. Okay. La neige cache tous les détails au sol. Après ça, la neige qui tombe, la pluie qui tombe, cache la forêt en arrière-plan, ou même les tours d'Hydro-Québec au loin, tout ça. On ne les voit plus. Donc, il ne reste que notre sujet principal, sa forme et un peu sa texture, tout dépend si on est proche ou un peu plus loin. Alors, et ça, c'est le genre de choses qu'il faut penser qu'au niveau international, la neige, les grands espaces, c'est exotique pour 95% des gens de la planète. Oui. Alors que nous, on vit dedans. Nous, on ne voit pas ça. Mais c'est tellement beau, c'est tellement paisible, c'est relaxant. Moi, je sais bien que me promener en automobile en campagne, été comme hiver, mais encore plus l'hiver, pour moi, ça me calme. C'est apaisant. Comment fonctionne votre processus créatif? Est-ce que vous avez des lieux où vous dites, quand il fera pas beau, je vais aller là? Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez? Il y a certains endroits qui c'est comme ça. Ouais. Entre autres, justement, à la Galerie d'Art dimanche, là, j'ai vendu un tableau de 40 par 60 qui était justement comme ça, un endroit où j'avais ciblé que je voulais aller là pour faire de la photo, mais il fallait que les bonnes conditions météo s'y prêtent. Ça a pris 3 ans avant d'avoir la neige dans la bonne direction qui collait au tronc, puis qu'il fallait que ce soit proche de chez moi parce que, tu sais, les premières neiges là, qui collent sur les troncs d'arbres ou sur les poteaux de téléphone, mais après 2-3 heures, ça se met à glisser parce que il fait plus doux, tu sais, ça réchauffe. Donc, il fallait que ce soit près de la maison, mais le seul endroit qui était près de la maison était orienté vers l'ouest, alors que le vent vient de l'ouest la plupart du temps. Donc, ça prenait un vent de mauvais temps qui venait de l'est et qui allait coller sur ces troncs-là. Donc, c'est certain que je n'étais pas chez moi à me tourner les pouces en attendant que ça arrive, là, mais lorsque c'est arrivé, moi, ça faisait 3 ans que j'avais cette vision-là. Et puis, cette photo-là, c'est un de mes meilleurs vendeurs aujourd'hui avec lequel j'ai remporté des prix à l'international aussi. Et ça a été pris à la réserve Léon Provencher en bas de chez moi. OK. Et quand vous en tant c'est donc une deuxième carrière pour vous, c'est une deuxième la photo, carrière, effectivement. Votre emploi du temps en tant que photographe, ça ressemble à quoi dans une semaine normale là, pour Yvan Bédard? Bien, il y a une partie qui est tout ce qui s'appelle la gestion des courriels, des communications, si on veut travailler à construire sa carrière, dans le fond. Se faire connaître, suivre des cours en ligne. Je donne des cours aussi en présentiel, mais aussi en ligne des fois, que ce soit en grandeur de l'Amérique du Nord ou pour des clubs de photos au Québec. Et mais ça veut dire de suivre les nouvelles, ce qui se passe à gauche et à droite. Ça veut dire aussi de soumettre des dossiers de certaines séries photographiques à des galeries d'art un peu partout dans le monde, dans des journaux qui publient des photos, ou même des journaux spécialisés en art contemporain, dans lesquels ils vont insérer parfois de l'art photographique. Donc, il faut se tenir au courant de tout ça. Donc ça prend une bonne partie de la journée. Dans le fond, c'est gérer sa carrière. Ouais. Et puis après ça, évidemment, en fonction de la température, aller faire de la photo. Et après ça, traiter nos photographies. Puis dans mon cas, j'ai mon studio d'impression aussi. Donc, selon les commandes des clients, selon ce que je vais présenter en galerie d'art, bien, de faire mes impressions, faire l'encadrement, aller porter ça. Après ça, quand la vente se fait, emballer le tout, expédier ça un peu partout dans le monde ou aller le livrer chez le client quand c'est dans Portneuf ou à Québec. Et là, M. Bédard, c'est 9 médailles d'or au London Photography Awards. Pouvez-vous nous parler un peu de ça et qu'est-ce que c'est en fait? C'est cette compétition-là. Moi, j'ai commencé à participer à des compétitions de photos pendant la pandémie. Parce que, un, je ne pouvais pas donner mes cours de photo. 2, les galeries d'art étaient fermées ou il n'y avait pas de clients. Celle de Montréal a fermé les portes parce qu'il n'y avait plus de vente et elle ne pouvait plus continuer au point de vue financier. La deuxième, à Québec, elle a continué, mais il n'y avait pas de touristes. Donc, les ventes étaient très, très basses. Fait que ça m'a libéré du temps. C'est là que j'ai commencé à participer à des compétitions. Puis là, avec le temps, on finit par cibler les compétitions qui se prêtent le mieux pour le type de photo que l'on fait. Oui. Et non pas faire de la photo pour les compétitions, mais choisir les bonnes compétitions.
Et donc, c'est ça, j'ai participé, je participe à certaines des plus grandes compétitions internationales, comme le London Photography Awards, qui est une de celles-là, dans laquelle autant des amateurs que des professionnels, il y a 2 catégories. Moi, je soumets toujours dans la catégorie professionnelle. Là, c'est des milliers et des milliers de photos qui sont soumises de partout dans le monde. Et là, il y a 10 catégories. Dans certains cas, il y a des sous-catégories. Moi, j'ai soumis 6 photographies, la dernière édition. L'an dernier, j'étais fier parce que j'avais remporté une médaille d'or, une mention d'honneur. J'étais vraiment très content. Cette année, j'ai soumis 6 photos dans 10 catégories. Puis quand j'ai reçu le message, il y a 3 semaines, j'avais gagné 9 médailles d'or puis une mention d'honneur, ce que je n'ai jamais vu. J'en revenais pas, j'étais à la renverse, là, c'était extraordinaire. Donc, c'était une agréable surprise et j'ai appris ça pendant que j'étais en Espagne parce que justement, j'avais une exposition à Barcelone. Ouais. Et c'est arrivé pendant que j'étais là. Puis l'exposition, ils ont eu des excellents commentaires et tout ça. Donc, on avait commencé à discuter justement pour qu'il me représente. Donc, le tout, c'est conclu là-bas. Puis aujourd'hui, en plus de ces médailles d'or-là, ça fait quand même un certain nombre de prix que je remporte à l'international. J'arrive proche d'une centaine. Wow! Ce qui est beaucoup. Et j'en soumets de moins en moins et les succès sont de mieux en mieux. Alors ça, c'est bien. Puis la représentation par la galerie qui s'appelle Photo Nostrum, c'est une des 2, 3, 4 galeries d'art photographique les plus prestigieuses en Europe. C'est immense comme galerie. C'est aussi la maison méditerranéenne de la photographie. Donc, ça donne une idée là, de leur rayonnement au travers des pays de la Méditerranée. C'est la mieux placée. Puis, ils m'ont offert de me représenter à l'international et non seulement de me représenter comme artiste photographe, mais ils m'ont placé dans la catégorie pour les collectionneurs où on retrouve certains des plus grands photographes au monde. Wow! Alors ça, c'est une fierté. Là. Une très grande fierté. J'aurais pas rêvé à ça là, au début de ma carrière de photographe. Ça fait combien de temps que vous avez commencé vraiment votre carrière de photographe? Bien, à plein temps depuis que j'ai pris ma retraite en 2014. OK. Donc, ça veut dire une trentaine d'heures par semaine là, à faire ça. Une dizaine d'années depuis que vous avez commencé. Et là, justement, là, c'est en train d'exploser au niveau international. Oui, exactement. Exactement. C'est grâce à la pandémie. Bon, ben, finalement, c'est ça. C'est une bonne chose en soi. Monsieur Bédard, je vois le temps. On avait une dizaine de minutes. On a pas mal, on en est pas mal arrivé là. Est-ce que, pour les gens de Portneuf là, qui veulent connaître un peu plus votre travail, comment on fait là, pour la façon la plus simple actuellement, c'est d'aller sur mon site web. Oui. C'est https ivanbedardphotoart.com. Alors, pas de S là-dedans, photoart.com, A-R-T. Et là, vous allez voir mon site web et différentes photographies. Après ça, la galerie Photo Nostrum va... Et là, j'ai vu les premières versions, là, mais c'est d'ici quelques jours là, que la photographie... F-O-T-O-N-O-S-T-R-U-M, photonostrum.com, elle va aussi présenter de mes photographies qu'elle représente. Mais j'ai beaucoup plus que ce qu'il y a sur le site web. Oui. Et sur mon site web personnel, il y a une indication des photographies un peu partout dans le monde là, que j'ai prises. Fait que quand les gens sont intéressés, ils me contactent et puis on regarde si j'ai des photos qui pourraient répondre à leurs besoins. Bédard, je vous remercie. Bien, c'est moi qui te remercie. Merci et beaucoup. Encore une fois, je suis toujours content de venir à CJSR. Pour moi, ça fait partie de mon histoire de famille. Merci beaucoup, M. Bédard. Au revoir. Alors, nous avons maintenant 2 invités avec nous en studio du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé qui s'occupe d'animer cet été, comme depuis plusieurs étés, l'église de Cap-Santé avec une série de spectacles durant la saison estivale. Donc, j'ai avec moi Émilie Cabot, qui est donc directrice artistique adjointe. Bonjour, Émilie. Bonjour. Et avec nous, la présidente du conseil, c'est Lise qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Donc, Lise Filion qui est avec nous. On va parler peut-être tout de suite de la programmation parce qu'il y a un mois, vous avez eu votre, peut-être même un petit peu plus, peut-être presque 2 mois, que vous avez eu l'annonce de votre programmation pour cette année. Et justement, Émilie, qui est directrice artistique adjointe, peut peut-être nous parler un peu de la programmation, comment on voit les spectacles là, pour cette année à l'église de Cap-Santé. Oui, bien, cette année, c'est moi qui vais ouvrir le bal le 4 août. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je suis pianiste également. Puis, je vais faire un récital de piano solo le 4 août.
Je vais interpréter des pièces, entre autres, de Schubert, de Rachmaninoff, de Liszt, puis aussi de Auguste Descaries, qui est un compositeur québécois, mais qui n'est pas très connu. Fait que je trouvais que c'était intéressant d'en faire des pièces pour le présenter. Je trouve que c'est un compositeur qui mérite d'être entendu. Et vous avez également, le 11 août, il y a une autre activité, là, je pense, avec Kevin Bélanger. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, Kevin Bélanger, c'est un tubiste qui va être accompagné au piano par Nathalie Lépine. Mais le tuba, ça, on connaît tous cet instrument-là. C'est un gros instrument assez imposant, mais on ne l'entend pas souvent en solo, comme les capacités virtuoses ou toutes les couleurs qu'on peut aller chercher avec cet instrument-là. Ça fait surtout partie d'un orchestre. Là. C'est ça, on est plus habitué de le voir en orchestre ou en fanfare ou des choses comme ça. Mais là, ça va être vraiment intéressant d'entendre en solo qu'est-ce que ça peut faire, cet instrument-là. Donc, comme vous le dites, il est accompagné de Nathalie Lépine le 18 août, parce que c'est tout le mois d'août, autrement dit. C'est chaque dimanche du mois d'août. Chaque dimanche à partir de 14h, je pense. Oui. Et justement, le 18 août, vous avez Dominique Gagné qui va être là pour vous nous parler de ce spectacle-là. Oui, Dominique Gagné, c'est un ténor qui est originaire de la région de Québec. Et lui, il va faire un concert autour de la bonne chanson. Fait que c'est toutes des chansons qu'on a déjà entendues, soit, par exemple, dans des veillées, des choses comme ça. C'est quand même assez important dans le patrimoine québécois, la bonne chanson. Tout le monde a déjà entendu des chansons. Donc, plus dans le traditionnel québécois. Plus dans le traditionnel québécois. OK. Il est accompagné de Marie-Hélène Greffard, je pense, au piano. Au piano, oui. Le 25 août, vous avez encore une fois un artiste de piano, un pianiste, Jean-Michel Dubé. Oui, pianiste bien connu, originaire de Cap-Santé, justement. Puis il va être accompagné cette fois-ci d'un violoncelliste qui s'appelle Dominique Beauséjour Ostigui. Puis Dominique, c'est un compositeur. Fait qu'ils vont jouer il y a une partie du concert qui va être consacrée aux compositions de Dominique pour violoncelle et piano. Puis la première partie du concert, ça va être sur les influences musicales, donc des compositeurs plus comme Rachmaninoff, Fauré ou même Piazzolla. Puis la deuxième partie, ça va être les compositions de Dominique. Fait que ça va être aussi intéressant comme concert. Donc les gens vont pouvoir entendre des choses qu'on n'entend pas souvent là, avec les compositions, justement. Oui, c'est ça. Ben, c'est probablement des compositions originales de Dominique. Fait que c'est des choses qu'on n'a jamais entendues, probablement, ou très peu. Lise, j'aimerais peut-être qu'on parle du Conseil du patrimoine parce que, bon, vous avez avec vous maintenant Émilie qui fait partie de votre équipe. J'imagine que, en tant que présidente, vous regardez le Conseil du patrimoine et vous réfléchissez un peu au futur. Oui. Comment ça va être le futur pour le Conseil futur, du patrimoine? Il y a le Conseil lui-même qui sera jeuni. Hein? Oui. On a trois jeunes sur le Conseil qui apportent de nouvelles idées, qui apportent du sang neuf à notre conseil. Et nous, c'est toujours notre mission, c'est la conservation du site patrimonial de Cap-Santé. On travaille très fort sur ça. L'église est ouverte tout l'été. Il y a des guides qui reçoivent des touristes, qui reçoivent des gens de Portneuf pour bien faire valoir notre église. Hein? On veut vraiment conserver ce lieu-là. L'église, la dernière église du régime français, c'est vraiment important là, au niveau historique, cette église-là. Il y a un gros bagage avec. Oui, puis c'est bien placé. Vous savez, au cœur du village, les gens viennent l'été dans le vieux chemin, ils arrêtent à l'église faire une petite visite, tout ça. Donc, non, c'est ça notre mission première, la conservation de cette... Et aussi, faire entendre de la musique de qualité à nos citoyens, aux gens qui viennent nous voir. Et j'aimerais peut-être qu'on parle justement de la venue d'Émilie avec vous en tant que co-directrice artistique. Comment vous en êtes justement arrivé à faire ce partenariat-là? Bien, Benoît Plourde, notre directeur artistique, avait découvert le grand talent d'Émilie lors d'un concert. Et puis, il voulait partager sa responsabilité. C'est toujours agréable dans des comités comme ça d'avoir de la relève. Et Benoît a vu en Émilie sa relève qu'il recherchait. Donc, on est très heureux de ça. Imaginez-vous une jeune femme comme ça qui arrive avec nous. On est vraiment chanceux. Là. Et vous, Émilie, comment vous voyez ça, justement, pouvoir aider le Conseil dans sa mission? Est-ce que, justement, ça vous motive? Comment vous voyez ça? Oui, c'est un beau défi que j'ai hâte de relever, mais effectivement, je suis contente de faire partie de ça. Je suis contente d'avoir été approchée aussi, mais je vais pouvoir... ça va être une belle occasion aussi de
de découvrir d'autres fonctions du métier, parce que je veux pas en musique, on a besoin d'avoir un réseau de contacts. Les contacts, c'est important. Les contacts, c'est important. Fait que je vais pouvoir rencontrer des nouvelles personnes ou ajouter des idées à la programmation aussi. J'ai bien hâte de... Et en parlant de la programmation, là, je vois que j'ai fait une petite entorse parce que vous avez un spectacle le 21 juillet également là, qui s'était rajouté. Je veux peut-être qu'on en parle. Oui, rapidement. on a comme une pratique avec les Américains. Hein. À chaque année, les Américains, il y a une chorale américaine qui vient nous voir. Ils viennent à 3 endroits au Québec, Montréal, Cap-Santé et Québec. On est des chanceux, on est très chanceux de recevoir cette chorale-là. C'est pas toujours la même. On a toujours une chorale et puis les gens aiment ça. Et puis cette année, le 21 juillet, dimanche, le 21, on a le bonheur de recevoir encore une chorale. Une chorale dans une église, faut le dire. Oui, puis il y a toujours aussi une belle complicité qui se développe entre nous et les choristes, hein, parce que eux sont heureux d'être ici, en vacances au Québec, puis nous, on les accueille, puis c'est vraiment toujours une belle expérience. Pourquoi c'est important d'animer l'église de Cap-Santé? Bon, vous l'avez dit, c'est votre mission, mais pourquoi c'est important, ça? Pour donner accès aux gens à ce beau monument historique-là, à cette belle place, ce bel endroit, que ce ne soit pas des portes fermées, hein, que ce soit... Si nous, on n'est pas là, les portes vont être souvent fermées de l'église, hein? Là, étant là, le Conseil ouvre les portes par les visites guidées tout l'été jusqu'à l'Action de grâce et par des concerts. On veut aussi faire d'autres types de concerts. On est ouvert à des projets nouveaux. On a d'autres projets sur la table avec des jeunes. On veut vraiment, avec Émilie, là, on est encouragés pour ça. Des jeunes musiciens qui pourraient venir à l'Église présenter leurs concerts. On veut vraiment exploiter ce volet-là de notre Église. Et en même temps, vous servez à dynamiser un peu la vie culturelle dans le cœur de Cap-Santé. Oui, parce que le presbytère est occupé maintenant. Il y a un petit café, il y a une crèmerie sur la place de l'Église. Les gens viennent, ils descendent au quai, ils vont sur la plage. On est vraiment un beau village. Venez nous voir cet été. Hein? Bien, je vous remercie toutes les deux d'avoir été des nôtres. On invite les gens justement à vous suivre. Je sais que vous avez une page sur les réseaux sociaux. Si on veut savoir toute votre programmation, c'est là. Oui, une page Facebook. Oui. Donc, on vous invite à aller voir ça. Alors, je vous remercie toutes les deux d'avoir été des nôtres. Lise Filion, Émilie Cabot, merci d'avoir été là. Pour l'émission d'information, on va poursuivre avec une légère pause et ensuite, Charles Laviolette revient, parle du dossier des éoliennes dans la MRC des Chenaux, se demandant si la région de Portneuf pourrait être la prochaine pour un projet semblable dans un futur proche. On va entendre son reportage juste après cette pause. Je cherche un produit du Québec à offrir. Ah, j'ai ce vin-là, entièrement cultivé ici. Ça lui donne un goût unique, un coup de cœur. Ou ce rhum préparé ici avec des ingrédients de chez nous et de la caña de azúcar de Mexico. Et ce Sangiovese d'Italia è un prodotto che arriva direttamente dalla Puglia. Ma è stato embouteillé ici par des gens d'ici. Avec du spag, c'est pas mal bon. Ah ben, grazie beaucoup. Là. Il y a plusieurs façons d'acheter québécois. Repérez nos 3 identifiants à la SAQ.
Dans la MRC des Chenaux, à proximité de Saint-Casimir, de l'inquiétude se fait entendre comme il y a une forte possibilité d'installation d'éoliennes. Charles Laviolette y était et il s'est renseigné pour comprendre le dossier qui préoccupe les citoyens de cette région qui nous est voisine. Alors, on va passer à la diffusion de ce reportage dès maintenant. Voici le reportage de Charles Laviolette. La compagnie Tree Energy Solution a présenté en 2023 son projet Mauricie. Tree Energy Solution, ou TES, est une société multinationale active dans la production de gaz naturel créé à partir d'hydrogène, lui-même créé à partir d'électricité. Avec une puissance projetée de 800 MW, le projet Mauricie, s'il est mené à terme, serait le plus grand projet éolien du Québec. Dans l'état actuel du projet présenté par TES, jusqu'à 130 éoliennes de 210 mètres de hauteur pourraient être construites sur le territoire de plusieurs municipalités des MRC d'Échenaux et de Mekinac. Selon TES, l'éolienne la plus près d'une résidence serait à 725 mètres. Ce 5 juin dernier se tenait à Sainte-Geneviève de Batiscan une consultation sur un projet de modification au schéma d'aménagement pour la MRC d'Échenaux qui toucherait entre autres l'implantation d'éoliennes sur le territoire. La consultation à laquelle ont assisté environ 250 personnes était précédée d'une manifestation en opposition au projet. La chef de Climat Québec, Martine Ouellette, a été ministre des Ressources naturelles sous le gouvernement de Pauline Marois et gestionnaire chez Hydro-Québec. Elle était présente à la manifestation. Écoutez, moi, je suis ici à la demande des citoyens. On veut informer le plus grand nombre possible. Il y a eu plusieurs assemblées qui se sont faites à Saint-Narcisse, Saint-Ex, Saint-Maurice, Sainte-Anne-de-la-Pérade, et j'en oublie. Des 200, 300 personnes dans des églises, un dimanche après-midi, un mardi soir. Extraordinaire à quel point la population veut s'informer. Donc, TES Canada, qui est un projet d'hydrogène qui n'est pas vert pantoute, je veux dire, c'est complètement une aberration énergétique, économique. Le plan d'affaires ne fonctionne pas et c'est pas de l'hydrogène vert parce qu'il y a tellement de gaspillage dans toute la chaîne de transformation que si tu utilisais l'électricité directement plutôt que de faire de l'hydrogène, puis après ça, de faire du gaz réformé, on pourrait alimenter 666 000 maisons plutôt que juste 40 000. Donc, c'est pas de la décarbonation. Au contraire, c'est le maintien de la carbonation. C'est pour le maintien du réseau de gaz métro. Ils veulent mettre quelques gouttes de parlimpinpin dans le réseau de gaz métro, qui est le gaz de schiste le plus polluant de la planète. Le gouvernement québécois a annoncé qu'Hydro-Québec sera désormais le maître d'œuvre des grands projets éoliens dans la province. On souhaite tripler la production d'énergie éolienne d'ici 2035. Mme Ouellette craint que le projet Mauricie devienne un véhicule pour la privatisation des actifs québécois de production d'électricité contre la volonté des citoyens. Oui, c'est présenté comme régional sur la base des éoliennes qui vont être installées, mais dans le fond, c'est le cheval de Troie de la privatisation d'Hydro-Québec. C'est de la privatisation par la porte d'en arrière. Ils nous disent tout le temps, non, on ne privatisera pas d'Hydro-Québec. Non, ils ne privatiseront pas les actifs d'Hydro-Québec. Mais ça va être comme dans le système de santé. Ils vont en construire des privés à côté. Ils vont laisser se péricliter les actifs actuels. Donc, ils sont en train de reproduire le même modèle que dans le système de santé. Certains citoyens présents ont manifesté des doutes sur la transparence de leurs élus. Le préfet de la MRC des Chenaux et le maire de Saint-Narcisse, M. Guy Ouellette, a tenté de regagner la confiance de la population. M. Veillette, appuyé par le personnel de la MRC, a expliqué à l'Assemblée les procédures légales devant mener à l'adoption par la MRC d'un changement de zonage devant permettre les éoliennes sur le territoire de la MRC. Il a rappelé que les citoyens sont en droit de demander un référendum pour contester un changement de zonage. C'est au moment où il y a la modification du zonage qu'il est là le pouvoir citoyen. Oui. C'est au moment où il y a, quand on voit là, quand la municipalité va modifier le règlement de zonage, la municipalité va devoir dire on accepte ou on ouvre, par exemple, telle zone dans la municipalité, une zone de moindre impact. C'est à ce moment-là qu'elle va annoncer qu'il y a modification du règlement de zonage pour permettre l'implantation d'éoliennes. C'est public, c'est annoncé, il y a des délais à respecter dans ce sens-là. Une fois que ça, c'est fait, c'est là que s'enclenchent les mécanismes de contestation de la modification du règlement.
Des citoyens demandent à leur préfet de se prononcer contre le projet de TES, chose qu'il a refusé de faire. Des personnes dans l'Assemblée ont partagé leur crainte qu'un manque de mobilisation du milieu permette au changement de zonage de passer en douce. Si c'est effectivement aussi unanime que ça, lorsque va arriver le temps du changement de zonage, vous allez vous prononcer, ça va être battu à plate couture, puis on n'en parlera plus. Tout simplement. Ben oui, mais c'est ça. Parce que les gens ne se déplaceront pas. Ben là. Les gens n'ont pas le temps, dans le monde fou d'aujourd'hui, vous connaissez ça, tout le monde, vous avez des 3 jobs, qui a 3 jobs? Le monde n'a pas le temps de se déplacer. Ben, écoutez, si les questions sont aussi importantes que celles-là, je pense que les gens vont se mobiliser et vont se déplacer. Je pense que oui. Le groupement citoyen contre la privatisation du vent et du soleil Mikinak-les-Chenaux est actif sur Facebook et fait actuellement circuler une pétition demandant au gouvernement québécois de s'opposer au projet de TES ainsi qu'à toute forme de privatisation de l'électricité. Il demande également aux municipalités concernées d'adopter une résolution pour soumettre le projet Mauricie au Bureau des audiences publiques sur l'environnement. Cette année à Saint-Casimir, il s'agira de la 20e édition du Festival du film pour l'environnement, organisé encore une fois par M. Léo-Denis Carpentier. Dès l'ouverture, le mercredi 7 août prochain, une activité de poésie sera tenue mettant en valeur le comédien Christian Bégin qui fera la lecture de sa poésie en présence des invités et dignitaires. On entend Léo-Denis Carpentier concernant la programmation pour cette 20e édition. On va continuer dans la programmation. On a des films en compétition. Cette année, il y en a 11. On aimerait ça en avoir plus. On a reçu une 50aine de films de plusieurs pays. Mais en fin de compte, on a gardé, sais-tu, 8 ou 9 films qui viennent Québec-Canada et 2 films qui viennent, un Mali, Suisse et l'autre, je me souviens plus, c'est Sénégal ou quelque chose de même. Mais parce que le problème, c'est d'avoir des plages horaires. La première année du festival, on avait 3 jours. Fait que là, c'était comme assez... on pouvait pas avoir plein... Je me souviens même pas si on avait une compétition. Après, on est venu sur 2, la fin de semaine, la semaine, puis l'autre fin de semaine. Donc là, on pouvait garder quand même 25-30 films. Mais on va avoir aussi, tantôt, on va vous parler aussi de d'autres films qui vont être présentés. Dans le fond, il va y avoir peut-être 45-50 films au total qui vont être présentés pendant le festival. Alors là, on a la chance d'avoir une première d'un film sur les champignons. Alors là, on va montrer la bande-annonce qui a été faite de nuit, je pense, entre 2 et 3 heures, parce que c'est Danny Janvier. Il est en montage présentement. Je ne sais pas si on peut partir de la bande-annonce. Le FFPA rend un produit provenant du domaine Hébert cette année qui est conçu spécialement pour l'occasion. Le produit non alcoolisé a été l'objet de recherches durant toute l'année. On entend Christian Hébert à ce sujet. On l'avait un peu annoncé l'année passée à la 19e édition qu'on avait un projet en commun, le Festival de films en environnement puis le domaine Hébert, de développer le premier mocktail, un cocktail sans alcool, une édition spéciale pour le Festival de films, pour la 20e édition. Fait qu'au courant de l'année, on a travaillé là-dessus, travaillé sur le contenu, travaillé aussi sur la façon qu'on allait le faire, puis qui allait représenter à la fois là, les valeurs du Festival de films en environnement et de notre petite ferme. Et bien, on a l'honneur de vous présenter Valo, un mocktail pomme, papaye, framboise. Valo, c'est le nom de la mascotte du Festival de films. À Donnacona, Daniel Giguère, une photographe possédant sa galerie d'art privée, s'est entretenu avec Philippe Papillon pour parler de son métier. Elle avait un événement spécial la semaine passée, mercredi dernier. Voici l'entrevue. Je m'appelle Danielle Giguère et puis je suis résidente de Donnacona depuis 2009.
J'ai habité dans la région de Québec là, depuis 96. Avant ça, j'étais plus dans la région de Montréal. Et puis, c'est ça, moi, j'ai étudié en arts visuels. J'ai fait le bac, le DEC, le bac, la maîtrise en arts visuels, plus en arts contemporains, là, vraiment, à l'Université Laval. Et puis, mon métier, c'est vraiment la photographie, si on veut, là, mon gagne-pain, c'est la photographie, le portrait. Puis, à part ça, je fais des projets plus artistiques, d'art visuel, qui sont vraiment plus personnels, là. Fait que, c'est ça. Ici, j'ai mon atelier à Donnacona, qui est mon atelier d'artiste privé, mais sur rendez-vous, de temps en temps, j'invite quelqu'un à se faire photographier. Comme les anciens maîtres photographes et peintres aussi, je travaille beaucoup dans la tradition des grands maîtres peintres. Fait que je m'inspire beaucoup là, des grands maîtres flamands, européens, tout ça, dans mes portraits. J'aime travailler beaucoup l'ambiance, la lumière, les textures, la couleur, un peu comme... si on veut un travail assez recherché au niveau des textures et tout ça, fait que c'est ce qui donne un peu la poésie dans les portraits. Fait que une des techniques de création, plus au niveau photographique et hors numérique, mettons, c'est que souvent je vais prendre une photo et un tableau que je vais avoir peint, par exemple. Et puis, je vais mettre le tableau, je vais le photographier. Il est peint avec de la vraie peinture et des pinceaux. Je le photographie, donc il est numérisé. Je le mets par-dessus d'autres photos qui sont vraiment photographiques, là. C'est pas des tableaux, souvent c'est des personnages ou des corps. Puis, je vais comme effacer et laisser apparaître en effaçant. Laisser voir tout d'un coup des fragments de quelque chose que je pourrais avoir photographié qui serait en dessous. C'est comme des couches qui s'accumulent, sauf que j'en efface. Ça, c'est un travail que je fais qui est hybride. Sinon, c'est sûr, je fais beaucoup de pure photographie. Puis c'est numérique. Et j'imprime moi-même. Toutes les photos, ou presque, sont imprimées moi-même. Fait que, avec des pigments sur du papier archive. Et puis, à part ça, des fois, je travaille les objets. Fait que ça arrive des fois que les projets me poussent à travailler avec des objets. Je n'ai pas tellement mis ici aujourd'hui, là, mais ça arrive. J'ai fait des trucs qui sont plus sculpturales, là. Moi, je suis beaucoup inspirée par la nature. Quand on parle plus du travail que je fais d'art visuel, je suis plus inspirée par la nature et puis les textures, la lumière, les couleurs. C'est surtout les détails. J'aime fragmenter les choses que je vois, puis les voir plus comme des tableaux, sans vraiment essayer de documenter ce que je suis en train de témoigner. C'est beaucoup plus regarder puis trouver ce qui est beau là-dedans, puis créer un tableau à partir de avec mon appareil photo. Des fois, c'est un mélange aussi. Ça se peut que je peigne, comme il y a des œuvres derrière moi, que c'est un hybride, c'est un mélange de peinture et de photographie. Alors, voici ce qui complète le bulletin d'information en ce 13 juin 2024. Avant de terminer, juste vous rappeler, pour le rodéo de Sainte-Catherine, on recherche encore des bénévoles. Le maire en a parlé dans le dernier conseil, Pierre Delbecq, qui demandait justement une dizaine de bénévoles pour justement le rodéo qui va avoir lieu à la fin du mois de juin. Alors, le dernier bulletin d'information sera justement le 27 juin prochain. Je veux remercier Arthur, Philippe, Luc, Tony et Charles pour leur aide pour cette édition du 13 juin. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un reportage sur la myriophylle à épis de Lac-Sergent. Voici d'ailleurs quelques images du Lac-Sergent qui ont été prises ce matin. C'était Dominique Julien. Bonne fin de semaine.